Salut Mathieu. Bonjour. Bien, tu es là aujourd'hui pour parler d'un mouvement qui existe à l'échelle internationale, qui est né en Angleterre, qui s'est diffusé en France, qui s'appelle Extinction Rebellion. Donc, on va se tutoyer parce que je te connais, tu es un ancien élève, on va pas se vous voyer. Tu étais au lycée Maine de Biran et puis bon voilà, tu es parti faire tes études en classe préparatoire. Et cette année, on peut dire que tu as participé peut-être pour la première fois à des mouvements ou des marches. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à Extinction Rebellion ? Oui. Alors en fait, ça a été assez rapide et fulgurant peut-être comme entrée dans la vie politique parce que j'avais jamais participé à une manifestation. Je m'étais jamais investi dans un mouvement quel qu'il soit, plus traditionnel ou plus nouveau comme Extinction Rebellion. Et ma première manifestation, ça a été le 8 mars dernier, c'était la Journée mondiale des droits des femmes. D'accord. Donc j'ai marché dans les rues de Bordeaux pour les droits des femmes et c'est vrai que c'était une semaine avant la première grève internationale des jeunes pour le climat, donc à laquelle j'ai participé. J'ai loupé quelques cours pour y aller et en fait c'est vraiment impressionnant ces grèves de jeunes parce que c'est extrêmement vivant, extrêmement c'est plein d'énergie quoi. Il y avait beaucoup d'énergie aussi à la manifestation féministe, mais là ça donne vraiment envie de s'investir, de faire plein de choses. Et le lendemain il y avait la marche du siècle organisée par l'affaire du siècle qui amène l'État devant la justice pour montrer son irresponsabilité. Alors ça c'était à Bordeaux. Et au départ, c'était plutôt une manif, on va dire, féministe, puis après pour le climat. Est-ce que pour toi, les deux sont liés ou c'était des choses radicalement différentes ? Je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'était deux causes différentes. Après, c'est vrai que depuis que je suis rentré avec Extinction Rebellion, du coup, ça arrivait juste une semaine après cette marche. Ça a été très rapide, mais j'ai découvert des tonnes de choses, dont l'écoféminisme. Et en fait, ça m'a permis de voir ce que c'était que l'écologie. Et de voir en fait la différence qu'il y a entre écologie et environnementalisme. Donc il y a un super article dans Libération à ce propos qui est sorti il y a quelques mois. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer en quelques mots la différence entre écologie et environnementalisme ? Environnementalisme, c'est ce qui se pratique aujourd'hui en France et dans les autres pays, c'est-à-dire un gouvernement qui prend en compte des aspirations vers un gouvernement plus vert de la population et qui, par conséquent, prend des mesures qui sont censées aider pour les problèmes environnementaux, mais qui ne prennent pas en considération l'urgence et la grandeur du problème. Et en fait, quand on prend conscience de cette urgence et de l'ampleur du problème, on se rend compte que l'écologie, ça s'apparente à une révolution. Après, on peut mettre ce qu'on veut derrière le mot révolution, mais en tout cas, c'est une révolution du mode de vie. Et c'est la volonté de sortir d'une civilisation thermo-industrielle qui nous pousse vers ce que certains appelleront l'effondrement, ce que d'autres appelleront, parlons plutôt sur un thème plus scientifique de planète étuve, et donc de quelque chose d'invivable, et qui met en question la possibilité que nous avons à vivre encore déjà comme nous le faisons, mais même tout simplement sur cette planète. Après, voilà, c'est du coup un discours qui peut se rapprocher de la collapsologie. Alors on va en parler après, la collapsologie. On pourrait dire que l'environnementalisme, c'est un peu du greenwashing, comme on dit, hein, c'est-à-dire du développement durable bon teint qui marche main dans la main avec le capitalisme, alors que toi, tu penses que l'activisme écolo, c'est vraiment une modification radicale des modes de vie. C'est ça, et donc c'est pour revenir sur le féminisme, en fait, ça permet de faire se rejoindre toutes les pensées qui s'apparentent à une révolution. La révolution qui veut faire s'abattre le patriarcat peut se greffer à l'écologie et même à sa place dans la pensée écologiste parce que on cherche un nouveau mode de vie, on cherche une nouvelle façon de vivre ensemble, de vivre avec le monde, avec l'environnement qui nous entoure. Et ça passe par une réflexion sur les droits des femmes. Et il y a des podcasts d'Arte Radio, notamment, ça s'appelle sur le féminisme. C'est sur l'écoféminisme ou sur le féminisme, mais en fait, ce qui
passe à le podcast s'intitule La Révolution sera féministe, et c'est un moment, c'est des interviews de zadistes, donc de zadistes féminines, qui parlent en fait de la question féministe dans la ZAD. Et en fait, on voit que même dans une ZAD où c'est quelque chose, une communauté idéale, progressiste, qui veut se rapprocher le plus possible de ses idéaux, on retrouve le patriarcat qui s'immisce, parce que forcément, voilà, la construction sociale, et ces femmes luttent pour que leur combat écologiste prenne en compte le féminisme. Et c'est assez beau de voir qu'il faille toujours se raccrocher à des combats qui datent pour s'ajouter aux combats d'aujourd'hui. Tu as parlé des podcasts d'Arte TV, Radio Arte, enfin Arte Radio plutôt, pardon, des articles de Libération. Est-ce que l'écoféminisme, tu as lu aussi les ouvrages ou c'est en discutant avec les personnes que tu as rencontrées lors des manifs, ou est-ce que tu as des noms en tête comme ça? Alors, j'ai pas lu d'ouvrage, mais justement, ça va nous permettre de revenir sur Extinction Rebellion. En fait, j'ai appris que ça existait avec Extinction Rebellion parce que c'est un forum. L'infrastructure de base, c'est un forum. On n'est pas obligé d'être sur le forum pour participer à Extinction Rebellion, ça je pourrais y revenir. Mais c'est un forum, donc ça a l'avantage de laisser la discussion ouverte sur pas mal de sujets et de laisser une grande liberté en fait à tous les rebelles, c'est comme ça qu'on s'appelle, donc tous les activistes. Et donc il y a tout un pan du forum qui s'appelle Réflexion, et donc il y a des réflexions sur l'écoféminisme, l'écologie décoloniale. Et ça montre en fait ce qui est tout un pan de l'ADN XR, Extinction Rebellion, c'est qu'il n'y a pas de doctrine Extinction Rebellion, il y a juste des revendications, elles sont 4, et il y a 10 principes et des valeurs. Et alors, avant de revenir sur les principes et les valeurs d'Extinction Rebellion, qui, je rappelle, est un mouvement qui est né en Angleterre, on verra après les modes d'action. On parle plutôt d'activistes que de militants d'ailleurs, c'est le mot anglais qui a été repris en fait. Pourquoi tu t'es pas retrouvé dans des partis comme Europe Écologie Les Verts par exemple? Pourquoi ce mouvement Extinction Rebellion, qui est un mouvement souvent taxé de radicalisme? En fait, ça s'est fait un peu par hasard parce que j'ai un peu flashé sur Extinction Rebellion sur la page Facebook, et je me suis inscrit sur le forum dans l'idée que si ça me plaisait pas, j'irais voir ailleurs. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, et je me suis vraiment reconnu dans cette liberté qui est celle d'un mouvement qui ne se donne pour règle que des revendications et des principes qui sont ses seules limites, et qui vit donc de l'investissement en fait de tous les rebelles qui donnent un sens à ces revendications et ces principes, et qui viennent chacun avec leur compréhension de ces revendications, de ces principes, et qui permet de faire avancer le mouvement, et surtout de le rendre vraiment organique. Ok, donc c'est un mouvement qui est totalement hors parti politique, mais c'est un mouvement politique. T'as pas d'expérience politique, tu n'étais pas encarté dans un parti, donc ce mouvement-là t'a paru vraiment adapté à toi, ce que tu voulais vivre. Qu'est-ce que tu vois, tu t'es pas rapproché d'Europe Écologie Les Verts, parce que t'as quelle vision des partis politiques? Qu'est-ce qui t'a poussé à adhérer à Extinction Rebellion? Je poursuis toujours dans cette... Oui. En fait, mon adhésion à Extinction Rebellion, ça s'est passé dans un moment où je me rapprochais de la politique après avoir passé un long moment à ne plus vouloir en entendre parler, parce que le débat de la présidentielle m'avait complètement dégoûté. Je suis revenu très très vite, vraiment très rapidement sur plein de fronts, sur plein de causes, me renseigner, aussi parce que les Gilets jaunes m'avaient beaucoup travaillé. Et en fait, je pensais pouvoir m'investir à Extinction Rebellion juste comme ça, d'un côté, voir un peu ce qui se faisait, et pouvoir aussi m'investir dans un parti politique, pourquoi pas, après la prépa. Et finalement... quand on parle de radicalité, ça m'a permis donc de voir ce qui est pour moi le sens de l'écologie, qui est une forme de révolution, et aussi de voir que l'action de la désobéissance civile non violente est un engagement politique, est une façon de faire de la politique qui me correspond mieux que le parti, parce que déjà il y a la liberté du mouvement qui fait que, et par exemple moi j'ai intégré le mouvement fin mars. Finalement le mouvement était tout jeune puisqu'il est né en novembre en France, mais déjà fin mai je suivais une formation de désobéissance civile.
Mi-juin, je présentais une réunion de recrutement, de présentation du mouvement à Bordeaux. Au mois de juillet, je crée, avec d'autres rebelles, on s'est retrouvés pour créer le groupe local de Bergerac, de Bergerac Pays Foyen. Donc en fait, c'est aussi cette liberté qu'on ne retrouve pas dans une infrastructure, dans une structure partisane très sclérosée, très fermée, et qui a ses cadres et qui ne permet pas à des recrues d'être autre chose que des militants qui tractent. Et ici, le fait que ce soit un jeune mouvement, mais même c'est dans l'ADN du parti, ouais. C'est dans l'ADN du mouvement d'être ouvert à... vu qu'il est organique et vu qu'il ne se base que sur l'action et l'investissement des rebelles dans le mouvement, qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'employés, et ça, on est vraiment opposé à ça, et qu'il n'y a pas de porte-parole aussi. Voilà, moi je parle en mon nom, je dis ce que je pense, ça j'aurais dû le dire dès le début. Je suis pas porte-parole d'Extinction Rebellion, je suis juste un rebelle qui dit ce qu'il pense et qui parle de son investissement dans le mouvement, mais je suis certainement pas un porte-parole parce qu'il n'y a pas de représentativité. On travaille sur des nouvelles formes de démocratie au sein du mouvement, comme les Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de relations avec les Gilets jaunes. Et finalement, c'est toute une façon de faire de la politique qui s'éloigne des codes, qui s'éloigne de tout ce qui a poussé de nombreux mouvements dans lesquels on avait beaucoup mis d'espoir vers l'échec. Ce qui a été tout le problème qu'il y a eu autour des représentants, des porte-paroles des Gilets jaunes qui ne faisaient pas l'unanimité, tout ça. On n'a pas ce problème là avec Extinction Rebellion, et ça sauve pas mal de choses. On a un certain nombre d'interviews qui sont permis pour qu'il n'y ait pas de meneurs qui se détachent. Il n'y a pas de meneurs, c'est l'horizontalité en fait. Il n'y a pas de meneur, pas de porte-parole. Ça fait déjà un grand changement par rapport à beaucoup d'organisations. Donc, pour toi, ce mouvement Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui pourrait peut-être être... bon, ça existait avant, mais on peut dire quelque chose qui pourrait attirer davantage des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui seraient un petit peu... qui se sentiraient mal représentés et qui ne voudraient pas s'investir à travers des partis classiques. Alors... Extinction Rebellion, tu dis, bon, c'est pas institutionnalisé, mais quand même, il y a un cadre. C'est un mouvement de désobéissance civile non violente. Donc, il y a quand même ce cadre-là qui est important. On le verra pour les actions. Est-ce que tu peux dire en quoi, quelles sont les quatre... alors, tu as dit, c'est pas les valeurs, enfin, les 4 points, les 4 revendications principales d'Extinction Rebellion qui animent ce mouvement, et pour lesquels ces points, ce groupe local du Pays Foyen bergeracois va se réunir pour la première fois, j'en profite pour dire la date, c'est le mercredi 31 juillet à 20h, c'est à la Monzie-Saint-Martin, place des commerces. Donc, quelles sont ces 4 revendications, j'allais dire de base, du mouvement Extinction Rebellion? Ça, c'est vraiment la base du mouvement, parce que n'importe qui respecte les valeurs, les principes du mouvement et qui agit pour ses revendications peut se revendiquer d'Extinction Rebellion. On n'est pas obligé d'être inscrit, d'être sur le forum, de participer, de s'investir dans le format national. À Bordeaux, il y a des groupes autonomes qui taguent des logos dans les rues, mais qui ne sont pas du tout en contact avec le groupe local formé à Bordeaux. Donc les revendications, la première, c'est avertir sur l'urgence, dire la vérité. Tell the truth, que placardent les Anglais partout. Il faut que la population sache à quel point il y a urgence. Excuse-moi, mais il y a beaucoup de rapports scientifiques. Il y a le GIEC, les lunes du monde, il y a quelques temps, il n'y a plus d'oiseaux, la mort des abeilles, le réchauffement climatique. On est quand même informé. Donc ces premiers principes, on va dire, a priori, tout le monde est à peu près au courant de ce qui se passe, non ? Alors je pense que si tout le monde était au courant et si tout le monde prenait conscience de l'urgence, il y aurait beaucoup plus de monde qui nous rejoindrait. Parce que c'est quand même des faits, des chiffres qui reviennent périodiquement et qui sont de plus en plus alarmants, mais qui sont là dans le paysage médiatique depuis peut-être 20-30 ans, avec une fréquence, un martèlement de plus en plus important. Ce qui fait que d'ailleurs Extinction Rebellion fonctionne aujourd'hui, qu'il est né aussi, qu'il fonctionne et que énormément de gens nous rejoignent.
que je suis là aujourd'hui pour parler de ça. Donc bien sûr que les médias aujourd'hui portent le message, même le Figaro, mais qui a longtemps été une loge du climato-scepticisme. Aujourd'hui, parle de la canicule et dit que c'est la preuve du réchauffement climatique et de l'action des hommes. Donc, voilà, on voit que les médias commencent à s'ouvrir sur ça, mais si vraiment chaque Français était averti de l'urgence et des conséquences de son mode de vie, de son mode de consommation. Après, on n'est pas dans la culpabilisation de l'individu, mais c'est tout un système qui est à revoir. Et si chaque Français savait à quel point ce système est délétère et à chaque fois ce système met en danger sa propre vie sur le court terme et la vie des générations à venir, il y aurait beaucoup plus de monde qui serait dans la désobéissance, qui serait dans la rue pour protester. Et ce qu'on voit en Angleterre, c'est qu'avec toute la sensibilisation qui a été faite par le mouvement, toutes les conférences qui ont été données, les conférences face à l'extinction, Heading for Extinction, donc, qui sont vraiment des conférences coup de poing qui montrent, qui parlent du GIEC, mais qui montrent que dans la façon dont le GIEC étudie la situation, il a un certain optimisme parce que il y a dans beaucoup de pronostics l'idée que dans les années à venir, les scientifiques vont trouver des façons de capter le CO2 dans l'atmosphère, ce qui n'est absolument pas dit. Et donc finalement, c'est des pronostics qui sont optimistes. Et là, on est dans les travaux des scientifiques qui pensent pouvoir régler le problème climatique avec la technologie. Et ça, tu penses que c'est trop optimiste? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être hyper pessimiste? Parce qu'en fait, quand on voit ça, on est mené à une certaine passivité, c'est-à-dire qu'on est complètement abruti par tous ces chiffres qui tombent et on dit qu'est-ce que je peux faire? Donc tu penses qu'Extinction Rebellion, justement, c'est un moyen, un levier, un outil qui permet justement de passer une certaine passivité, voire à une dépression chronique, à un activisme qui peut changer les choses? Pour moi, oui, parce que je vois autour de moi, ça permet de voir en fait, de toute façon, c'est un mouvement très divers, mais on voit autour de nous qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Enfin, moi, j'ai appris ce que c'était que la collapsologie en entrant dans le mouvement. Je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'avais déjà l'idée que les chiffres qu'on nous annonçaient un risque de mort imminente pour notre civilisation. Ce qui m'amenait à un certain pessimisme qui allait, je le sentais, à un moment, si je ne le combattais pas, rentrer en contradiction avec... ma volonté d'avoir des enfants, et plus loin même mon socialisme, mon idéalisme social, parce que c'est un nihilisme en fait. Si plus rien n'a de sens parce que tout va se finir, alors à quoi bon Alors, c'est ce qu'on reproche à Pablo Servigne en partie, mais pas qu'à lui. Ce mouvement, donc la collapsologie, c'est un mot un peu scientifique pour dire la théorie de l'effondrement, hein, on peut dire ça comme ça, de fin du monde. Je caricature un peu, c'est pas tout à fait ce que dit Pablo Servigne. Et donc, toi, quelle est ta position par rapport à la collapsologie? Je pense que malheureusement, cette théorie de l'effondrement, il y a énormément aujourd'hui d'articles sur la collapsologie, c'est très très à la mode, on va dire. Mais c'est très nihiliste. Comment tu... Parce que j'imagine qu'Extinction Rebellion joue un peu sur cette peur. Et jouer sur les sentiments et la peur, c'est quand même loin du rationalisme qu'on devrait attendre d'un activiste politique. Oui, après, la politique, c'est comme une passion. C'est Tocqueville qui parlait des passions sociales du peuple. C'est un nihilisme. Après, le nihilisme, de toute façon, c'est un mot tellement varié. Enfin, voilà. Il y a une forme de nihilisme dans notre société, en tout cas dans les parties de la société qui sont au courant de l'urgence, qui s'apparente la plupart du temps à un nihilisme, ce qu'appelle Nietzsche le nihilisme passif. Tu veux dire le déni? C'est ça, en fait, c'est voir que le monde se détruit et regarder le monde se détruire complètement tétanisé par la peur ou avec un certain plaisir. Après, il y a le nihilisme actif, qui va être d'accord, le monde se détruit, et bien je participe à la destruction et je brûle les idoles et je brûle... Les mouvements anarchistes de la fin du 19e, par exemple. C'est exactement ça, et on peut après voir un autre sens dans le sens du nihilisme, c'est le nihilisme que porte Nietzsche, parce que vu que le nihilisme c'est quand même attaché, mais là je suis en train de faire de l'exégèse de Nietzsche, mais c'est quand même c'est le dépassement de cette maladie, de ce qui nous pousse la civilisation vers le bas, et le dépassement pour créer quelque chose de plus équilibré, de plus sain. Et finalement,
voilà, autour de moi, je vois des rebelles qui, après avoir lu Pablo Servigne, n'ont plus été capables de dormir, se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire, et pendant plusieurs mois ont été dans un pessimisme proche de la dépression. Ah oui, donc ça a provoqué quand même des sentiments psychologiques très forts de dépression. Oui, parce que voilà, on annonce aux gens qu'il n'y a pas d'avenir, donc forcément, moi j'ai pas lu le collapsologie et j'essaie de m'en éloigner un peu parce que je trouve que il y a un discours intéressant dans le fait de croiser toutes les informations. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre l'urgence. C'est en croisant les informations. Si je dis que depuis 30 ans, on dit dans les médias de plus en plus qu'il y a des problèmes, si les gens ne prennent pas conscience, c'est parce que on ne fait pas le lien entre les pronostics du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU qui dit que d'ici à 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques, et le fait qu'aujourd'hui, la politique de nos pays et de l'Europe est dictée par les crises des réfugiés. Si on fait la différence entre le nombre de réfugiés qu'il y a actuellement et depuis 2010 qui traversent la Méditerranée et les chiffres qui sont annoncés par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, on se rend compte qu'il y a d'énormes risques qui pèsent sur nos sociétés. Et en plus, les réfugiés climatiques qui seront là en 2050, ce ne sont pas des Africains et des personnes du Moyen-Orient uniquement. Ce seront aussi des Blancs européens. Et l'auteur sénégalaise Fatou Diom dit si ces réfugiés, si ces gens qui meurent en Méditerranée étaient blancs, le monde tremblerait. Parce que il y a c'est important aussi que l'écologie soit décoloniale. Il y a toujours une façon de penser raciste dans notre façon de penser européenne, et il faut penser que les migrants climatiques en 2050, ce sera nous, les Bergeracois qui vivront sur une terre peut-être trop aride pour pouvoir pratiquer l'agriculture, qui vivront des hivers très froids parce que la désalinisation des océans ont provoqué la fin du Gulf Stream, ou un déplacement important du Gulf Stream, et l'Europe sera soumise à des écarts de température énormes. Enfin, il y a des données scientifiques qui, si on les croise, nous permettent de voir à quel point la situation est dramatique, et qui nous permettent de voir à quel point l'action doit être immédiate. Et donc voilà, moi j'ai pas encore lu le collapsologie. Je trouve que en effet, ça peut amener à un certain pessimisme et à du coup une tétanie, oui, qui empêche l'action, mais je pense qu'il faut qu'on soit au courant de l'urgence, et je pense que des mouvements comme ça, comme Extinction Rebellion, qui s'ouvrent à tout le monde, qui permettent à chacun de venir avec ses idées. Voilà, il y a des gens qui viennent avec l'écologie décoloniale, il y a des gens qui viennent avec l'écoféminisme. Moi, je suis venu un peu pour voir, mais je suis venu pour voir, mais je viens avec ma conviction que la solution, elle est trouvable dans la campagne, et que notre principe de décentralisation, qui fait que contrairement à des groupes comme Greenpeace, où le Greenpeace Paris va dicter à Bordeaux, ici Paris ne dicte rien à Bordeaux, ne dicte rien à Bergerac Pays Foyen. Le groupe local Foyen Bergeracois a une complète autonomie, et en fait on peut pas parler de décentralisation s'il y a des groupes locaux que dans les grandes métropoles. C'est une horizontalité qui mélange le local, le global et le national. Ça. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de créer un groupe local en métropole parce qu'il y a plus de monde, il y a des lieux de rassemblement, et il y a aussi une population étudiante, une population qui est plus ouverte, plus ouverte à cette question, et plus ouverte à l'activisme politique. Mais il faut que ça vienne dans les ruralités, parce que c'est là qu'on peut agir plus facilement. L'action, elle est plus facile sur une petite commune que dans une grande métropole. Et c'est aussi là qu'il y a un mode de vie qui existe encore, qui a commencé à disparaître à la moitié du XXe siècle, mais qui persiste encore dans certaines fermes, dans certains villages, qui est une façon de répondre à l'urgence. C'est aussi là qu'on a la place pour faire de la permaculture, c'est aussi là qu'on a la place pour se rejoindre et parler ensemble sur les places. Je pense que les solutions, en fait, voilà, Extinction Rebellion ne propose pas de solution, mais chaque rebelle qui vient peut avoir les siennes en tête. En tout cas, pose des questions. Juste un petit truc sur les migrants, ce que j'ai pas voulu te couper, mais bon, il faudrait éviter
le débat entre bons migrants et mauvais migrants, des migrants climatiques et migrants économiques ou réfugiés. Tu vois, ça peut aussi conduire à ces débats-là. Donc l'auteur que tu as cité permet de dépasser un peu ce faux débat. Alors pour l'instant, on y est rebelle qu'à un quart, parce qu'on a trouvé, tu nous as parlé que du... Alors un peu plus rapidement pour qu'on voit les actions. Les trois autres, je ne vais pas dire valeurs, alors les revendications. Alors du coup, la première c'était... dire la vérité sur l'urgence, avoir une communication honnête. Et donc ça, c'est une revendication qui parle aux médias, à l'État. L'État doit prendre sa responsabilité et dire aux citoyens. La deuxième revendication, c'est neutralité carbone planifiée d'ici à 2025. Donc, une revendication très ambitieuse, mais c'est l'ambition qui nous pousse parce que on peut pas faire comme les politiciens, les politiciennes font aujourd'hui, à laisser couler jusqu'en 2050 la neutralité carbone. C'est pas honnête. Okay. Troisième revendication, c'est la fin de l'écocide, la fin de la destruction des écosystèmes terrestres et maritimes. Qui implique un dépassement de l'anthropocentrisme pour repenser notre façon d'être au monde en quelque sorte. Alors notre anthropocentrisme, tu veux dire par là que les humains écrasent un petit peu leur environnement et ne pensent pas suffisamment aux non-humains qui les environnent, c'est ça? Ça c'est une façon de fonctionner de notre économie et de notre mode de vie plus généralement, c'est un peu le sens de l'économie, qui va à l'encontre de la préservation des environnements. On est obligé de faire des réserves de préservation qui ne sont pas forcément toujours respectées. Et il faut qu'on pense un mode de vie qui peut ne pas se fonder sur la destruction de ce qui nous entoure. Donc une alimentation qui peut ne pas se fonder sur la destruction de l'Amazonie ou des forêts tropicales de Bornéo pour l'huile de palme et pour le soja en Amazonie. Donc toutes ces choses-là, sans forcément... on peut... En fait, voilà, c'est ça... Moi, je vais dire ce que je pense. Je pense qu'on peut ne pas aller jusqu'à l'antispécisme, mais... Tu peux rappeler ce qu'est l'antispécisme, peut-être? Là, je suis dans mon jargon. Donc, le véganisme, le fait que chaque espèce est égale et que l'homme ne doit pas dominer les autres espèces, ne doit pas tuer les autres espèces. Alors même ne pas avoir d'animaux domestiques. Oui, voilà, ça dépend après du degré de véganisme. Mais donc, en fait, voilà, la revendication, chacun la prend comme elle veut, elle est suffisamment vague. Après, il y a des revendications plus... Mais elle est suffisamment vague pour que chacun vienne en la comprenant comme il veut. Moi, je la comprends comme un dépassement de l'anthropocentrisme qui nous pousse à repenser notre façon de vivre et de faire du profit. Et toi, dans ta vie quotidienne, t'es vegan, Moi, je suis végétarien depuis 5 ans. Bien avant ton engagement dans ce mouvement-là? Oui, parce que j'étais un peu allaité à l'écologie à l'école et au collège, au lycée également. Et c'est le cours sur Nourrir le monde en seconde du programme de seconde de l'ancien programme du coup maintenant qui m'avait fait complètement remettre en question mon alimentation. Parce que il y avait un chiffre dans mon cours, c'était si en 2050 on continue de manger autant de viande, donc c'est-à-dire de la viande à tous les repas, compte tenu de la croissance des pays émergents et donc de la création d'une classe moyenne qui calque son mode de vie sur le mode de vie occidental, il n'y aura plus assez de place sur Terre pour nourrir les animaux qui nous nourrissent. Donc là, j'ai très vite compris qu'il fallait arrêter. Comme dirait Latour, on n'a pas deux planètes, on n'en a qu'une. C'est ça. Et donc après, voilà, l'empreinte carbone, ça, on nous en a beaucoup parlé. On a une revendication, un principe en fait, le 8e principe d'Extinction Rebellion, il y en a 10, c'est ne pas culpabiliser les individus. Parce que finalement, le discours sur l'empreinte carbone, c'est une culpabilisation de l'individu qui consomme trop. Alors quand tu fais des réunions, que tu parles de l'effondrement, de tout ça, t'as pas l'impression d'être dans une certaine forme de culpabilisation des personnes qui viennent? Non? C'est une prise de conscience plus qu'une culpabilisation? En fait, on n'est pas dans le martèlement qui a pu être celui du message écologiste ou environnementaliste plutôt des 30 dernières années, qui a été oui, il faut trier ses déchets et que toute la solution viendrait de l'individu. Il semblerait que à Extinction Rebellion, quelque chose qui est vraiment partagé, pour toujours pas être dans le porte-parole, mais toujours dans quelque chose une vision partagée qui peut être débattue parce qu'on accueille toutes les pensées, c'est que la douche courte, ça ne va pas sauver le monde. Voilà. Les petits gestes, c'est important. On peut pas changer le monde sans changer nos gestes, mais ce n'est pas assez. Et
finalement, toute cette eau qu'on aurait économisée, tout ce carbone qui aurait été gardé dans le sol, si on est dans un mode, ça c'est ce que je pense, si on est dans un mode d'économie qui est basé sur la croissance infinie dans un monde fini, tout ce qu'on aura économisé sera compensé par la croissance. Et ça se voit très bien avec les énergies renouvelables, c'est-à-dire que si on regarde la part des énergies renouvelables dans la production mondiale, ça s'ajoute au reste des énergies, ça ne remplace pas les autres énergies, parce qu'on est dans un modèle de croissance où on utilise toujours plus de charbon et on utilise encore plus. Et en fait, on ne peut pas penser que les énergies renouvelables vont être la solution, vont remplacer le charbon, le pétrole, si on est toujours dans un mode de croissance. Face à cette croissance accumulative, il existe des mouvements comme les mouvements pour la décroissance. Tu connais peut-être un peu, est-ce que tu t'inscris là-dedans Est-ce que tu penses que la décroissance, enfin, est-ce que Extinction Rebellion, je ne connais pas tout, mais est-ce qu'il prône, en tout cas dans les principes, on retrouve cette idée de, si on doit changer nos modes de vie, peut-être être un peu plus, en tout cas s'engager dans une forme de décroissance? Donc là, pour revenir sur ce qui vient Extinction Rebellion ne prône rien, en fait. Voilà. Tu ne prônes pas, tu dis bien, je parle en mon nom, etc. Bon, en tout cas, est-ce que la décroissance est quelque chose qui fait partie des débats qui vous animent? Oui, forcément, parce que c'est un courant de pensée qui vient du début du XXe siècle, quand même, qui nous vient de loin, avec Ellul, avec Serge Latouche, donc déjà les années 2000, des articles dans le Monde diplomatique très intéressants. J'ai pas encore lu tout ça. Pour bientôt, mais c'est vrai que je trouve que c'est un courant de pensée qui est très intéressant, qui regroupe pas mal de choses, parce que voilà, quand on parle des décroissants, souvent une partie de la population qui vit à la marge et qui donc donne cette image, comme le zadiste, comme la commune imaginée, qui donne des images de l'écologie comme ne pouvant pas coïncider avec la société. La ZAD, c'est une société, hein, en tant que telle. Oui, mais qui vit à la marge et qui fait une société à l'extérieur. Mais quand on parle d'un zadiste, un Français lambda, on va dire, même si c'est complètement... c'est un extrémiste, un radical qui ne veut pas coïncider avec les valeurs qui sont prônées par la République, tout ça. Et nous, ce qu'on pense, là pour le coup, je peux le dire que c'est ensemble, c'est parce que c'est l'ADN d'Extinction Rebellion, c'est que on peut, en s'engageant, même si on n'est pas une majorité, ça va être suffisant, parce qu'il y a les activistes, mais il y a aussi les sympathisants. Ça va être suffisant pour engendrer un changement des modes de vie, un changement des façons de faire de la politique. Des questions. C'est ça, des questions. Parce qu'on en arrive à la 4e revendication, qui est la mise en place de la démocratie directe, d'assemblées au pluriel citoyennes, locales, pour mettre en place les changements, pour faire en sorte que la transition vers la neutralité carbone, vers... la transition écologique dont on entend parler, le ministère de la transition écologique, elle soit juste et équitable. Ce qui ne sera pas le cas si on continue sur un modèle environnementaliste qui est une façon d'acheter le vote bobo, d'acheter le vote étudiant d'une certaine manière. Parce que... alors, on va pouvoir revenir sur le radicalisme d'Extinction Rebellion qui est... On va parler des actions après. Ouais, qui est, en fait, nous sommes radicaux. Ça, c'est de nos principes. Vous êtes des rebelles, vous êtes radicaux. Alors, vas-y, dis-nous en quoi cette radicalité, comment elle se manifeste. Donc, on peut penser à ce que disait François de Rugy, feu François de Rugy, notre ministre de... Pas feu, feu ministre. Feu ministre de l'écologie, très regretté, qui disait sur le plateau de BFM TV, comme... pour justifier l'action des CRS sur le pont de Sully qui ont gazé au spray au poivre les activistes d'Extinction Rebellion à bout portant, alors que c'est bien écrit sur les bombes qu'il ne faut pas le faire, et qui ont traîné les activistes sur le goudron brûlant en pleine canicule. Il disait oui, mais vous vous rendez compte, ce sont des activistes très radicaux. Parce que la radicalité, c'est un mot qui peut faire peur, et donc il a très bien compris que c'était une pointe sur laquelle il fallait nous attaquer. En fait, notre radicalité, c'est au sens étymologique, il faut prendre à la racine les problèmes. Et en fait, pour moi, c'est vraiment la force du mouvement, c'est que prendre le problème à la racine, c'est
faire une écologie systémique. Et il n'y a que comme ça que moi je peux comprendre l'écologie, c'est qui pense en tant que système. Donc qui voit le constat actuel de la situation selon le système Terre, selon le système social, l'individu, qui sont des systèmes complexes qui sont durs à comprendre, mais qu'il faut prendre dans l'entièreté et dans leur interrelation. Et qui ensuite, dans l'action, dans la recherche de solutions dans la construction même du mouvement, va chercher à pas combattre les symptômes, mais la racine des problèmes. Et voilà, l'environnementalisme va chercher à combattre les symptômes, l'écologie radicale combat le problème. Donc plutôt que de limiter Bergerac à 30 km/h pour que les voitures roulent moins, alors que la pollution atmosphérique, c'est pas tant le problème que la multiplication des voitures, parce que le mode de vie rural est complètement dépendant de la voiture, à cause de l'étalement urbain, à cause du phénomène périurbain qui se développe aussi en ruralité. C'est pas de mettre les voitures à 30 km/h dans le centre-ville de Bergerac qui va régler le problème, c'est de créer des solutions pour rendre les gens moins dépendants de leur voiture. Donc en fait, c'est ça, la radicalité, c'est chercher ce qui pose problème, ce qui va nous permettre de changer le mode de vie vraiment à la racine pour qu'il soit qui permette la survie sur le long terme, j'ai envie de dire. Alors je vais te couper, hein. J'ai plein de trucs à dire. D'abord, BFM TV, c'est une stupidité de regarder cette télévision. On va revenir à l'action, puis après sur ce que tu viens de dire sur les 30 km/h à Bergerac. Je me souviens effectivement avoir vu les images sur le pont Sully à Paris au mois de mai, je crois, 28 juin, merci, des activistes d'Extinction Rebellion qui étaient assises, donc c'était un sitting, ils bloquaient le pont, et effectivement on voit les CRS qui étaient à 2 mm, qui étaient à 1,2 m et qui les aspergeaient, on aurait dit des bombes, des aérosols à eau, et non, c'était des bombes lacrymogènes d'une violence assez rare. Ça a été filmé, on peut retrouver ces images. Et autre mode d'action qui m'a paru un peu bizarre, c'était à Bordeaux, c'était il y a quelques temps. Et je vois deux rebelles d'Extinction Rebellion lors de l'inauguration du musée des Arts Déco des Beaux-Arts, d'histoire naturelle. Donc il y a les discours des élus et les deux, il y avait je crois une fille et un garçon qui arrivent et qui prennent le micro, gentiment d'ailleurs, ça s'est fait, les élus disent ok, très bien, c'est sympa. Et du coup, elle n'a pas pris la parole, elle a diffusé une cassette, c'est-à-dire que le discours était déjà préenregistré. Et moi, ça m'a paru étrange qu'il n'y ait pas eu cette... Parce qu'on a un mouvement horizontal où on est libre, etc. Qu'elle soit passée par un enregistrement audio pour contester, en tout cas pour faire connaître Extinction Rebellion. Pourquoi ce mode d'action ? Alors je me souviens plus exactement. J'avais demandé, on avait parlé de cette action. En fait, j'ai rejoint le mouvement l'avant-veille de cette action, donc j'ai pas été investi dedans. Cela dit, du coup, vu que je me suis intéressé au mouvement à ce moment-là, j'ai pu parler aux personnes qui y avaient participé. Il me semble que c'est d'abord parce que ils pensaient que le maire Nicolas Florian n'allait pas les laisser parler et qu'ils allaient être coupés. Donc finalement. Vu que c'était pas un moyen traditionnel de prendre la parole, ça mettait plus de surprise peut-être, il me semblait qu'il y avait ça, mais c'était surtout, je pense, pour avoir une diversité des voix, parce que c'est dans l'ADN d'Extinction Rebellion, c'est cette diversité des voix. Il y avait plusieurs personnes qui parlaient, en fait il y avait toutes les personnes qui ont participé à la préparation de l'action, il me semble, et qui étaient en train de faire un die-in, qui était couché par terre dans l'assemblée, pendant que d'autres géraient les relations avec les gardes du corps de Nicolas Florian, tout ça. Et donc ça permettait de prendre la parole aussi d'une façon un peu plus impactante, parce que ces voix qui sortent des amplis et qui sont des voix jeunes, moins jeunes et des voix d'hommes, de femmes, c'est aussi un peu plus poignant, je pense, parce que moi, pour le coup j'ai trouvé ça assez mouvant comme action. Et c'est vrai que vu qu'on est dans la sensibilisation, on essaye de parler au plus grand nombre, et en fait il y avait aussi cette idée-là d'assurer une pluralité des voix. Alors die-in, encore un autre mot anglais, hein. C'était une méthode qui a été beaucoup utilisée, je crois, dans les années 80, notamment par les militants d'Act Up. Donc le sit-in, on est assis, le die-in, on est couché sur la route et on bouge plus. Donc en fait, il y a aussi une forme d'inventivité à chaque fois dans les actions d'Extinction Rebellion. Bon, on peut
trouver sur Internet différentes actions d'Extinction Rebellion. Mais pour en revenir au mercredi 31 juillet, 20h, présentation du mouvement du groupe local Pays Foyer en Bergeracois et Bergeracois. Est-ce que, outre cette première réunion de présentation, vous avez déjà des petites idées d'actions qui pourraient se faire localement ? Oui, forcément, parce que tout le monde vient un peu avec ses idées. Moi, personnellement, voilà, vu que je ne suis pas sur Bergerac pour longtemps, parce que je vais aller à Paris pour mes études, je suis surtout là pour impulser le mouvement, parce que voilà, je profite de mon expérience que j'ai eue à Bordeaux pour... voilà, je sais comment Bordeaux recrute, je sais comment Bordeaux s'est organisé, et vu que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient connectées sur le forum, qui venaient de Bergerac ou du Pays Foyen, je les ai recontactés pour qu'on se rencontre et que je leur explique comment ça se passe à Bordeaux. C'est pas forcément comme ça qu'on va faire, mais qu'en tout cas, s'ils veulent pas faire comme ça, on peut chercher une autre façon de le faire. Mais en tout cas, ça fonctionne bien à Bordeaux parce que c'est un groupe très dynamique. Donc pourquoi pas tenter ça à Bergerac. Donc voilà, moi ce que je voudrais, c'est rester en contact avec Bergerac, bien sûr, parce que c'est ma ville de cœur, mais c'est là que j'ai grandi. Mais c'est surtout pouvoir avoir impulsé un mouvement et qu'ensuite voilà, ça se développe. Pour des actions qui pourraient se passer ici, il y a des idées d'actions qui reprennent un peu la structure du monde rural, c'est-à-dire des actions simultanées dans différents villages, différentes villes, pour avoir une visibilité plus ample. Des actions aussi, en fait, on est décentralisé avec Extinction Rebellion. Donc, par exemple, il y a une action qui a été montée à Bordeaux, complètement inventée à Bordeaux. J'ai un peu participé un peu de loin à l'élaboration du projet. C'était pour le moment les soldes. Des activistes qui rentrent dans les magasins de vêtements, avec tout un stock de petits cotillons de papier avec des informations choc sur l'industrie textile. Encore une fois, pas de culpabilisation de l'individu, c'est pas t'achètes ce t-shirt, il y a des petits enfants qui travaillent pour ça. C'est une culpabilisation de l'industrie textile qui est derrière, parce que c'est plutôt ça la responsabilité est plutôt de ce côté-là, même si c'est une responsabilité du choix personnel, mais on cherche à éveiller les consciences, on cherche pas à faire se replier les gens. Donc tous ces petits papiers avec un QR code qui renvoie à un manifeste sur le site d'Extinction Rebellion, qui donc ont été distribués dans les poches des vêtements. Donc ça n'empêche pas la vente, c'est quelque chose en fait aucun risque juridique, mais aucun activiste, je crois, ne s'est fait voir par les vigiles ou même par les employés, et on n'empêche pas la vente de se faire. Donc en plus, voilà, c'est pas bloquant, et ça a été exporté à Annecy, à Lyon, je crois qu'il y a eu à Nantes aussi, parce que une fois que c'est mis sur la base de données d'Extinction Rebellion France, n'importe qui peut prendre l'action en main. Donc on pourrait faire très bien ce genre d'action demain matin à la Cavaille, et puis en fait il y a des actions aussi qui sont prévues pour en décentralisé, on appelle ça. Donc, par exemple, un blocage de McDo qui va être prévu en simultané dans plusieurs villes de France, et le plus possible, en fait, dès qu'un groupe local a la possibilité de le faire ce jour-là, ça pourra être fait. Et en fait, là, actuellement, la perspective, c'est la rébellion d'octobre qui sera à Paris. Donc, en fait, même si on est décentralisé, on conçoit que le pouvoir en France est centralisé et que donc ça sera plus efficient si on concentre nos efforts sur Paris. Donc, il y aura cette phase de rébellion aura lieu à New York, à Londres, à Berlin et à Paris. Et en fait, tous les groupes locaux sont appelés à travailler sur des actions qui auront lieu à Paris. Ils sont appelés à se rendre à Paris en octobre, la semaine du 7 octobre, pour qu'en fait ça soit un mouvement de masse déjà, et aussi que ce ne soit pas que Paris qui organise, parce que Paris n'est pas capable de tout organiser, et parce que ce ne serait pas en accord avec nos revendications. Donc là, si le groupe il est créé, mais si le groupe prend pied, s'augmente petit à petit, on pourra commencer à réfléchir à ce qu'on pourra faire à Paris, si des membres d'XR Bergerac Sainte-Foy peuvent se rendre à Paris, ce qui pourra être fait pour bloquer un ministère, bloquer un siège social ou je ne sais quoi encore, pas forcément du bloquant, peut-être aussi plutôt de la sensibilisation, ou une assemblée citoyenne sur une place passante. Enfin, voilà. Tout est ouvert, et c'est les groupes locaux de la France entière qui participent à l'organisation de cette rébellion d'octobre.
Ok, XR pour Extinction Rebellion. Bon, le logo, c'est une sorte de sablier, je pense. Enfin, je sais pas, on dirait un sablier. Et le X d'Extinction, donc c'est un logo qu'on retrouve sur les murs. Moi, j'en ai vu un peu partout en baladant. Bon, pas à Bergerac encore, mais ça va peut-être venir. Pour terminer, tout à l'heure, tu as parlé des 30 km/h à Bergerac. Et ma question, c'était bon, tu connais peut-être le mouvement des coquelicots. Qui existe depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, qu'on avait déjà rencontré. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que vous pouvez faire des choses ensemble et les 30 km/h, est-ce que ça fait référence à cette association qui a été montée à Bergerac qui s'appelle, alors j'ai oublié, je crois que c'est le collectif, un collectif citoyen qui s'est monté, qui a fait une action là, à Bergerac réclamant la suppression des véhicules, des voitures dans le centre-ville de Bergerac. Tu faisais référence à ça tout à l'heure ou pas du tout? Entre autres, oui. Après, c'est quelque chose qui est récurrent quand même dans les solutions écologistes. Après, oui, c'est vrai qu'il me semble que c'est porté par... il me semble que c'est Citoyens en lutte pour le climat. J'étais en contact avec quelqu'un de là-bas. Pour revenir en fait sur la multiplication ouais, enfin, il y a de plus en plus de mouvements. Et quand certains crient à la dilution de l'action. Moi, je pense que plutôt que qu'il faut voir il faut avoir beaucoup d'espoir dans tout ça parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'investissent et des gens de tous horizons parce que c'est des sociologies très différentes avec Extinction Rebellion, au Colibri, au Coquelicot. Et on le voit très bien dans les manifs parce que la dernière manif que j'ai faite, c'était celle contre Monsanto et Bayer. Et on voit que les coquelicots, c'est souvent des personnes plus âgées, mais il y a aussi des personnes âgées à Extinction Rebellion, donc ça n'empêche pas. Mais il y a pas que ça en plus parce que moi il y avait des gens de ma promo qui étaient aussi dans les coquelicots donc en fait c'est ça mais il y a certaines dominantes quoi et je pense que chaque mouvement avec sa sensibilité particulière même si avec Extinction Rebellion on essaye de rassembler le plus de sensibilité possible mais vu que c'est pas le cas partout il y a aussi des sensibilités différentes il y a aussi des modes d'action différents parce que voilà tout le monde ne partage pas la radicalité, tout le monde ne passe pas à la désobéissance civile non violente, tout le monde n'appelle pas à la démocratie directe. Donc en fait, il y a des revendications différentes, des modes d'action différents et des sensibilités différentes. Donc ça fait une certaine richesse, une grande richesse en fait du mouvement écologiste aujourd'hui, qui pour moi est appelé à s'amplifier encore et qui n'empêche pas la convergence. J'ai vu une citation, je sais plus, quelque part dans les papiers d'XR, c'était que il y aura un moment qui va faire la convergence, mais ce n'est pas la convergence qui va créer le moment en fait. C'est une citation anglaise que je traduis un peu comme ça, mais il y aura un moment où la convergence, je pense, va être une évidence. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on appelait à la convergence les différents mouvements rien qu'à Bergerac, il y aurait une dilution de toute cette énergie, même si Extinction Rebellion, par sa structure qui est faite uniquement de l'investissement des rebelles, qui fait vu qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de bureau, c'est vraiment participatif et donc il y a toujours de l'énergie, il y a de l'énergie dans les différents mouvements et une énergie différente et il faut garder ça, il faut être capable de participer aux actions gilets jaunes si ça marche, si une revendication passe avec cette action, il faut qu'on soit capable de participer aux actions des coquelicots, des colibris. Encore une fois, je parle en mon nom, mais c'est quand même quelque chose qui ressort dans la stratégie nationale, internationale XR. Donc, voilà, pour moi, c'est beaucoup d'espoir et c'est aussi, ça n'empêche pas d'agir pour la convergence à certains moments quand les actions s'y prêtent. Ok, bon, on va peut-être bientôt s'arrêter là, mais juste une toute dernière question. Comment tu articules cette forme d'engagement qui en fait se multiplie, hein, tu as raison, un engagement en dehors des partis politiques traditionnels, une sorte de ras-le-bol hein, de ce qui se passe. Comment tu vas articuler ça aux prochaines grandes élections municipales de 2020 Est-ce que tu t'intéresses un petit peu à la cuisine électorale ou est-ce que justement ça te désintéresse totalement et est-ce que tu penses qu'un mouvement comme Extinction Rebellion peut apporter sa contribution lors de la campagne qui va commencer au mois de janvier, je pense? Je pense qu'on espère que la sensibilisation qu'on mène au jour le jour, à donner des conférences, à faire des actions symboliques qui parlent au plus de gens possible,
je pense qu'on espère que ça aura un poids dans les prochaines élections, comme on a pu voir que les grandes marches pour le climat, les grandes grèves étudiantes ont pu avoir un impact sur le vote étudiant aux européennes. Mais extinction politique, extinction rébellion, pardon, j'ai mis le Extinction politique, c'est pas mal, mais extinction rébellion. Extinction rébellion, je voulais dire, n'a pas vocation à être un parti politique, à s'installer dans le jeu politicien. Et je pense que ce qui est plutôt l'ADN XR, pour encore dire cette expression-là, c'est d'être une sorte de mauvaise conscience. Je sais pas, une mauvaise conscience du. Oui, mais enfin, tant qu'ils agiront comme ça sera une mauvaise conscience du monde politique aujourd'hui, et aussi en fait, voilà, moi, je suis encore en train de me demander ce que cette quatrième revendication qui veut l'instauration d'une assemblée citoyenne locale pour mettre en place au niveau local les solutions que chacun peut apporter pour la transition écologique juste et équitable. Est-ce que cette revendication-là nous fait entrer en contradiction avec le système politique actuel? Ben, il faut voir, est-ce que du coup ça fait de nous un mouvement anti-système? Est-ce que ça fait que on s'en fout des élections, on est abstentionniste? Bah, chacun le vit comme il veut, il n'y a pas de consigne de vote extinction rébellion, mais il y a une réflexion qui se mène à ce sujet, et je pense pas que ça puisse être une réflexion globale du groupe thématique recherche et systémique, parce qu'il y a plusieurs groupes thématiques, on en parlera à la réunion du 31 juillet. Je pense pas que ça soit une réflexion des têtes pensantes d'XR, de nos scientifiques qui sont présents dans le mouvement, et qui créent des réflexions sur notre mode de décision, sur mode de représentation. Enfin, il n'y a pas de représentation, mais il y en a forcément un petit peu à certains. Il y a une représentation, tu te représentes le 31 juillet, tu vas te présenter. Et donc il y a certains lieux de réflexion qui sont aménagés par certaines personnes qui ont ce rôle-là dans le mouvement. Mais je pense pas que ça soit quelque chose qui se réfléchit au niveau national. Je pense qu'il y a des réunions de réflexion à propos des assemblées citoyennes qui se tiennent à Bordeaux, dans tous les endroits où il y a des groupes locaux. Et je pense que c'est quelque chose de plus personnel. Je peux pas parler au nom d'Extinction Rébellion de. Oui, en plus, c'est même en dehors d'Extinction Rébellion. C'est cette réflexion sur les assemblées citoyennes. Oui, ça vient de partout, en fait, de tous les mouvements récents là qui émergent et qui ne sont pas forcément anti-système, mais qui... Attention au mot anti-système, hein. Ça a été inventé par des politologues. Moi, ce mot, faut le bannir. Mais le truc, c'est qu'on va... Enfin, voilà, c'est quand même une façon de nous cataloguer qui peut très vite arriver dès qu'on dit qu'on veut une forme de démocratie directe pour mettre... Parce que... Voilà, le mandat impératif, c'est considéré comme anticonstitutionnel parce que c'est de la souveraineté populaire et qu'on est dans un modèle de souveraineté nationale. Enfin, est-ce que nos institutions sont en adéquation avec Extinction Rébellion? C'est quelque chose qu'il faut qu'on se demande. Si on fait de la désobéissance civile, c'est pas pour rien. C'est parce que on considère qu'il y a un manque de légitimité de la part des institutions, de la part du monde politicien aujourd'hui, parce que ça ne garantit pas mon avenir. Parce que voilà, avant on disait nos enfants, mais aujourd'hui c'est ma génération et puis toutes les personnes qui vivent aujourd'hui sur Terre. Ça ne garantit pas mon avenir, ça me force à... par exemple, voilà, très concrètement, l'année prochaine, j'arrête mes études de lettres pour faire des études d'histoire et sciences politiques parce que je considère que ça va plus m'aider dans mon combat politique que la littérature qui pourtant pour moi est une arme très forte, mais qui va plutôt dans le système éducatif actuel m'amener vers l'enseignement, qui est une arme politique très forte aussi, mais qui... pour moi, dans ma pensée de l'action, n'est pas la plus directe et n'est pas ce qui va permettre d'obtenir un changement. Voilà, aujourd'hui, je pense que la perte de légitimité des institutions, c'est que ça me force à voir mes ambitions différemment, parce que je suis conscient que nos modes de vie nous poussent vers des grands risques. Je pense que le fait que le monde politique le fait qu'il y ait un monde politique déjà bon et que les politiciens et les politiciennes ne réagissent pas
me donne toute légitimité à passer dans la désobéissance civile non violente. Voilà. Ok, ben voilà, on va terminer là-dessus. Ça me rappelle aussi, j'avais lu un article il y a énormément, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des écoles de commerce ou qui sont à Polytechnique, etc., qui ne trouvent plus du tout de sens à leur avenir, quoi, et qui justement se font un peu comme toi, quoi, modifient, quittent leurs études, font autre chose. Et Tous les employeurs aussi disent je ne travaillerai pas pour cet employeur. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans tous les milieux étudiants. C'est d'accord, je veux bien travailler là-dedans, mais en fait, si les seules personnes qui peuvent me donner de l'emploi, c'est des grands groupes qui détruisent tout sur leur passage, je suis pas d'accord. bah écoute, merci beaucoup Mathieu. ADN organique, c'est la vie, hein, Extinction Rebellion, tu l'as répété plein de fois. Donc on vous invite à venir retrouver Extinction Rebellion pour discuter de tout ce qu'on a parlé, de ce qu'on veut. Hein. Le mercredi 31 juillet, donc c'est à La Monzie Saint-Martin, place des Commerces. Et puis on mettra un petit les contacts. Bravo pour cette expérience, ce mouvement. Et puis bonne continuation Mathieu. Et à bientôt. Merci de m'avoir donné une voix aujourd'hui et puis du coup on vous attend nombreux si possible et puis en fait voilà on accueille tout le monde et même si c'est pas dans une volonté d'intégrer le mouvement parce que ça demande un certain investissement, quelques heures par semaine, si c'est juste pour sympathiser, pour nous dire oui si vous avez besoin de monde pour une action on est là et puis même juste parce que vous êtes dans un mouvement, vous êtes déjà beaucoup investi et vous avez envie que votre mouvement se rapproche d'une autre, la porte est grande ouverte donc voilà il y aura un moment de discussion. Voilà, ça va être le plus important, le plus intéressant, je pense, dans la réunion. Après la présentation du mouvement, des outils, des revendications, ça va être ce moment de discussion qui va être très riche, très. On espère. Ok, merci beaucoup.